Raoul Becquerel. Quand il avait besoin d'argent, il volait des femmes. Il les menaçait jusqu'à ce qu'elles donnent leur carte bleue. Et quand il les tenait sous sa coupe, il les violait. Au total, 6 victimes, de Bordeaux à Senlis. Pourtant, dès la 3e, la justice le tenait. Il était sous les verrous, mais elle l'a relâché. Et il a recommencé 3 fois en 2 mois. Tout ça pour une question de procédure. Poitiers, dimanche 29 août 2004. Le jour est à peine levé quand la grille du commissariat s'ouvre. Une jeune femme entre, terrorisée, et s'effondre en larmes devant le policier de garde. Au début, discussion très difficile, parce qu'elle était dans un état, elle n'était pas prostrée, mais très difficile à aborder. Une jeune fille fermée. J'ai essayé d'établir une relation de confiance pour l'amener à vraiment avoir des propos ou à ce qu'elle me redise exactement ce qui s'est passé. Je leur ai raconté que voilà, je m'étais fait agresser, qu'on m'avait volé ma carte bancaire sur Angoulême et que un individu que m'avait mis dans le coffre de la voiture et que j'étais arrivée à Poitiers et qu'il était parti. Voilà. J'ai dû raconter quelque chose comme ça. Son audition s'arrête là. Et moi, cette fille, je trouvais que c'était pas cohérent. Pour moi, ça allait plus loin que ça. Son état faisait que, à mon avis, ça cachait quelque chose de plus grave. Que dissimule la terreur de Caroline? Patiemment, le policier réussit à la mettre en confiance. J'étais la première personne, le premier interlocuteur, et puis je l'écoutais. Je la laissais parler, je la laissais s'exprimer, même si ça allait trop loin, je ne coupais pas sa parole. Je la laissais s'exprimer jusqu'au bout, et après je revenais un petit peu sur ce qu'elle venait de me dire, et elle parlait. Voilà, j'arrivais plus à cacher en fait. Et je me souviens, il me posait des questions, je répondais plus, il y a eu un long silence, et je leur ai dit que je m'étais pas fait simplement agresser pour un vol de carte bleue, mais qu'il avait... Le silence de Caroline cache un calvaire qui a commencé la veille au soir. Ce samedi 28 août, il est un peu plus de minuit lorsqu'elle rentre chez elle à Angoulême. Elle sort d'un mariage, elle doit assurer son service d'infirmière le lendemain matin de bonne heure. Comme d'habitude, elle se gare dans le parking souterrain de sa résidence. Elle sort de sa voiture et commence à traverser le parking. J'ai entendu des pas, mais pas du tout le temps de réaliser, de me tourner. Ça s'est passé vraiment très vite, quoi. Tout de suite, quelqu'un m'a grippée par derrière et il essayait de me planter quelque chose dans la cuisse, une matraque électrique. Les seuls mots qu'il me disait, c'était ta gueule, ferme-la, sinon tu vas crever. Il m'a demandé de retourner dans la voiture. Il a demandé les clés de ma voiture, il a pris la place du conducteur et il m'a ordonné de m'asseoir à côté de lui. L'homme démarre. Il sort du parking et commence à rouler dans la ville, au hasard. J'étais tétanisée, quoi. On comprend pas ce qui se passe, on est tétanisé, paralysé de peur, quoi. Tout en roulant, l'homme réclame sa carte bancaire et son code. Puis il se gare tout près d'un distributeur automatique et sort pour retirer de l'argent. Il m'a demandé de rester dans la voiture, qu'il gardait un œil sur moi et qu'il fallait surtout pas que je bouge, qu'il fallait surtout pas que je fasse quoi que ce soit. J'avais envie de partir en courant, mais en même temps, j'avais tellement peur qu'il me rattrape et qu'il me tue, je sais pas. Moi, déjà, je savais même pas ce qu'il allait me faire après, donc j'ai pas pu. Son traumatisme est en train de prendre l'ascendant sur sa pensée. Elle est tétanisée, elle n'a pas l'idée de partir, elle n'a pas l'idée d'appeler au secours.
Quand il remonte dans la voiture avec l'argent, il exige de Caroline qu'elle lui montre le chemin pour revenir chez elle. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, il va me foutre la paix, il va me ramener, me déposer, même qu'il prenne la voiture, je m'en foutais, qu'il me dépose et qu'il se barre avec mon argent. Ouais, j'y croyais encore, quoi. Mais l'espoir de la jeune femme est de courte durée. Une fois garée près de la résidence, l'homme sort avec elle de la voiture. Il me dit, est-ce qu'il y a quelqu'un chez toi? Je lui dis que j'habitais toute seule. Et donc là, il me dit, je te raccompagne à ton appartement, fais ce que je te dis, pose pas de questions. L'homme l'attrape par le bras et l'emmène jusqu'à son appartement. Là, il la pousse dans la chambre. Il avait laissé la porte entrouverte. Là, je le vois se diriger vers la porte d'entrée et passer un appel. Et il revient, il me dit, j'ai appelé des potes, si tu fais encore la maline, je les appelle et voilà. Il m'a demandé de me déshabiller. Je ne l'ai pas fait, évidemment, dans un premier temps. Et il est revenu en disant « Fais ce que je te dis, voilà. Sinon... » Terrorisée, Caroline va subir à plusieurs reprises les assauts de cet homme. Il la viole 3 fois. À chaque fois, lorsqu'il termine son acte, à chaque fois, il arrête, il cause, ils discutent, tous les deux. Il y a un échange entre les deux. Et il va se laver une fois, il revient et il continue. Je crois que tout ce qu'il demandait, je l'aurais fait pour qu'il me laisse tranquille et pour pas qu'il me tue, parce que c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment la peur de mourir, quoi, la peur qu'il me fasse quelque chose. Tout a défilé dans ma tête, quoi. Je me suis dit, mais c'est bon, je vais mourir, enfin, il va me tuer, quoi. Mais brusquement, sans explication, l'homme s'arrête. Je crois qu'il a vu à mon visage qu'il fallait qu'il arrête, quoi. Et à partir de là, c'est vrai qu'il a essayé d'en savoir un peu plus sur moi. Après, il a voulu établir une espèce de relation. Enfin, moi, je voulais que ça se termine. Je voulais qu'il s'en aille, quoi. Surtout, je voulais qu'il parte, quoi. Et j'ai dit, écoute, prends la voiture et va-t'en, quoi. Contre toute attente, l'homme accepte. Mais avant de partir, il exige que Caroline se lave pour, dit-il, ne pas laisser de traces. Mais quand elle revient dans le séjour, il est toujours là. Il s'est dirigé vers la carte de France qui se trouvait sur mon bureau et là, il me demande où se trouve une grande ville la plus proche. Donc je lui disais Limoges, c'est à 1 heure, Poitiers, c'est à 1 heure, Bordeaux, c'est à 1 heure. Et là, il me dit non, Bordeaux, pas Bordeaux, non, pas Bordeaux. Et là, il a décidé de dire je prends ta voiture, mais tu viens avec moi, quoi. Le cauchemar n'en finit plus. Dévastée, la jeune femme ne peut que obéir. Mais dans la voiture, alors qu'il roule vers Poitiers, Caroline fait une tentative désespérée. Elle essaye d'amadouer son tortionnaire. Dans la voiture, j'arrêtais pas de lui dire « Je te promets, je dirai rien, mais laisse-moi à Poitiers. » Enfin, vraiment, moi, j'ai envie que tout ça se termine. Je dirai rien, je te promets. Et je crois qu'il m'a cru, en fait. Je crois qu'il m'a cru. Il m'a laissé à Poitiers, ouais. Il est reparti. Là, ça y est, c'était fini. Il était parti, ça y est, c'était fini. Fini. Sans le savoir, l'homme a libéré Caroline à quelques mètres du commissariat. Il lui a fallu plusieurs heures pour finir par tout raconter. Caroline est entendue toute la matinée au commissariat de Poitiers. Sa sœur vient la rejoindre et la raccompagne chez elle à Angoulême. C'est là qu'ont eu lieu les faits, c'est là que l'enquête va réellement commencer. Angoulême, dimanche 29 août. Caroline arrive au commissariat en début d'après-midi. Épuisée par sa nuit de cauchemar, elle livre aux policiers tout ce qu'elle peut sur son agresseur.
Donc elle parle d'un jeune individu, certainement de type maghrébin, de taille moyenne, 1m75, ayant une corpulence peut-être un peu forte, s'exprimant dans le style des jeunes des quartiers. Le signalement correspond à plusieurs suspects. Mais quand on lui présente des photos, la jeune femme ne reconnaît pas son agresseur. L'enquête se concentre donc sur l'appartement de Caroline, où l'homme a pu laisser des traces. Je les ai accompagnés à mon appartement. C'est là où je me suis rendu compte que de toute façon, c'était la dernière fois que je mettais les pieds dans cet appartement. Parce que ça a été trop dur quoi, de rentrer là-dedans. Au fur et à mesure, elle nous désigne les éléments, comme par exemple dans l'évier. Elle nous dit il y a un verre, il s'est servi du whisky. Donc évidemment, ce verre nous intéresse au plus haut point. Et je leur avais expliqué aussi qu'il s'était servi d'une de mes serviettes de toilette pour essuyer le drap et que cette serviette était dans ma panière de linge. Ensuite, cet individu a fumé des cigarettes dans son domicile. On retrouvera donc les mégots sur place. Ils sont prélevés voilà, tout un tas d'affaires et puis après on est retourné au commissariat. C'était tard le dimanche, j'avais pas dormi de quasiment 2 jours quoi. Malgré l'épuisement de la victime, les auditions continuent, car cet homme inquiète particulièrement les policiers. Par rapport au mode opératoire, on se dit qu'on a affaire à un individu qui est peut-être récidiviste. Cet individu n'a jamais paniqué, était assez calme. Et on pense à ce moment-là qu'il a déjà commis des faits similaires ailleurs. Un violeur peut être récidiviste en liberté dans la région. La tension monte d'un cran. L'enquête est confiée à la PJ de Limoges qui a autorité sur Angoulême. Commandant Elisabeth Cassagnol, vous reprenez l'enquête à ce moment-là. De quelles informations disposez-vous? Nous avions donc la description de l'auteur du viol et de l'agression de Caroline. Nous avions un mode opératoire bien particulier. Il y avait également un ADN qui avait été retrouvé donc, sur une serviette qui avait été mise sous scellé. Et il y a une phrase qui avait été prononcée donc, par l'auteur des faits qui nous avait interpellés. Il souhaitait aller sur Limoges ou sur Poitiers, mais la ville de Bordeaux ne l'intéressait pas. Donc ça a aiguisé notre curiosité. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez appelé vos collègues de Bordeaux? Voilà, on a pris contact avec les enquêteurs de Bordeaux. On leur a fait part de la description de l'auteur des faits, du mode opératoire. Et ça leur a fait penser à une affaire similaire qui datait d'octobre 2001, dans laquelle une jeune femme avait été violée, pareil, à son domicile, 2 heures du matin. L'auteur des faits lui avait, pareil, soutiré sa carte bleue et l'avait violée de manière agressive et menaçante. Cet individu nous paraît peut-être intéressant pour notre enquête. Et vous avez un nom à ce moment-là? Nous avons un nom. Donc les collègues nous ont dit qu'il s'agissait donc du nommé Becquerel Raoul, né en 1974, qui était donc déjà connu pour des faits de viol et d'extorsion sur des jeunes filles. Donc qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous foncez sur Bordeaux? Alors on a eu la difficulté, c'est que ce jeune homme était en fuite, car il devait se présenter donc, le 9 septembre à la cour d'assises de Bordeaux. Il ne s'était pas présenté, donc il était parti, il était en fuite. Donc bon, nous, on était en face de la difficulté de le localiser. Raoul Becquerel. 15 jours après l'agression de Caroline, les policiers de Limoges ont donc un suspect. Mais un suspect en fuite. L'homme était déjà accusé de viol. Un viol commis en 2001 sur une jeune femme, Ariane. En attendant son procès, Becquerel avait été soumis à un contrôle judiciaire. Quand le procès s'ouvre le 9 septembre 2004 à Bordeaux, tout le monde l'attend. Nous arrivons tous à l'audience, toutes les parties civiles sont présentes, le président de la cour d'assises est là, ses assesseurs, les jurés sont là. Pour Ariane, c'est un moment attendu depuis longtemps, avec beaucoup de tension, d'émotion, et il ne s'agit pas simplement de raconter ce qu'elle a vécu, mais comme pour les victimes d'agression, c'est aussi de revivre les faits. Donc elle s'y est préparée, et là... Le banc des accusés reste vide.
Becquerel ne se présente pas. Le président me demande si j'ai nouvelle mon client, je lui dis que non. Il demande immédiatement aux forces de l'ordre d'aller voir si par cas il ne se serait pas réveillé, s'il est toujours à son hôtel. Ils arrivent à l'hôtel, ils découvrent que l'hôtel est vide et ils reviennent à la cour d'assises en indiquant au président que visiblement M. Becquerel a pris la fuite. Dans la salle d'audience, l'indignation est à la hauteur des faits qui lui sont reprochés. Des faits qui glacent le sang. Retour en 2001, le 18 octobre. Comme tous les jeudis, place de la Victoire à Bordeaux, les étudiants sont de sortie. Parmi eux, Ariane, 19 ans, étudiante en psychologie. Vers 2 h du matin, les bars ferment. La jeune fille quitte ses amis pour rentrer chez elle, rue Sautéron, à quelques pas de la Victoire. Elle rentre chez elle. Dans le hall d'entrée de l'immeuble, elle constate une panne d'électricité et une très forte odeur corporelle qui l'interpelle. Elle est un peu sur le qui-vive, quelque chose d'étrange, et puis on ne se fie pas toujours à ses intuitions. Elle rentre dans son appartement. Et dès qu'elle pénètre dans son appartement, eh bien, elle est agressée. Elle est de suite plaquée, donc par une personne qui lui met un couteau sous la gorge. Il demande du pognon. Et il lui dit donc je veux ta carte bancaire et ton code parce que il dit je ne l'ai pas trouvé dans ton appartement. Et c'est là où elle comprend que l'appartement a été fouillé avant qu'elle rentre chez elle. Terrorisée, la jeune femme donne sa carte bancaire et son code, mais l'homme ne s'arrête pas là. Il la couche sur son lit, à plat ventre. Il lui ligote les mains, les poignets, dans le dos. Il la bâillonne et il lui met quelque chose donc, sur la tête pour qu'elle ne puisse pas le voir, certainement. Mais très vite, Ariane se rend compte que les liens ne sont pas serrés et que le bâillon ne tient pas. Elle parvient à se défaire du bâillon et là, elle ne crie pas parce qu'elle a senti qu'elle pouvait le déstabiliser, mais qu'il pouvait perdre pied à tout moment et devenir dangereux. Quand elle voit qu'il devient plus insistant, en fait, donc qu'il s'approche d'elle parce qu'il se couche sur elle, elle lui dit qu'elle a le sida, elle lui dit qu'elle a ses règles, elle lui dit qu'elle a un tampon. Mais rien n'y fait. L'homme est aveuglé par ses pulsions. D'un coup de couteau, il déchire l'arrière du pantalon d'Ariane et ses sous-vêtements. Il se jette sur elle et commence à la violer. Et tout à coup, il a commencé à l'agresser sexuellement, hein, et il se trouve que le lit s'est effondré. Et là, il prend peur parce qu'il y a du bruit. Et là, elle s'en prend à lui, elle hausse le ton et elle lui dit « Maintenant, ça suffit, vous avez ce que vous voulez, partez ». Les cris d'Ariane ont eu raison de lui, l'homme prend la fuite. Le lendemain matin, au commissariat, la jeune fille ne saura pas décrire son agresseur. À aucun moment, elle n'a pu le voir. Seul espoir pour la police, que l'homme ait laissé des traces dans l'appartement. Nous, ce qu'on recherche, c'est tout ce que l'auteur a pu toucher pour essayer d'avoir de l'ADN. Et ce qui nous a interpellés, c'est que l'auteur a utilisé en fait une chemise de nuit qu'il a utilisée pour s'en servir de cagoule. Sur cette cagoule, la police scientifique découvre un ADN masculin. Un ADN malheureusement inconnu. Quelques jours après l'agression, la victime met les policiers sur une nouvelle piste. Ariane, en recevant son relevé de compte bancaire, va s'apercevoir que la carte de crédit qui lui a été dérobée a servi à l'acquisition de billets de train par son agresseur. Grâce au numéro de carte bancaire, la police finit par retrouver la trace de ce billet de train. Elle apprend même qu'il a été échangé dans un distributeur automatique. Sur ce billet, on pense qu'on va pouvoir exploiter des traces. Donc soit des traces, soit une trace ADN, soit une trace papillaire. Donc pour nous, il est capital, étant donné que nous n'avons pas d'éléments, il est capital qu'il nous parvienne. Seulement voilà, il faudra plusieurs mois pour mettre la main sur ce billet et plusieurs mois encore pour recevoir les résultats de l'analyse. En 2003, plus d'un an après les faits, la police tient enfin une piste sérieuse.
Alors, il y a une empreinte, c'est positif, mais en plus, cette empreinte était exploitable. C'est-à-dire qu'elle comportait toutes les caractéristiques pour pouvoir être comparée avec la base de données. Cette empreinte est identifiée et elle nous donne un nom, donc celui de Raoul Becquerel. Raoul Becquerel, un nom bien connu des services de police. À cette époque, en 2003, il est même déjà en prison, en Picardie, à la suite d'un vol. Les enquêteurs bordelais font prélever son ADN. Il se révèle être le même que celui retrouvé sur la fameuse cagoule. Becquerel est alors mis en examen. Il sera transféré vers la prison de Bordeaux, où se déroule l'instruction pour le viol d'Ariane. Dominique, comment se fait-il que Raoul Becquerel comparaisse libre à son procès en septembre 2004 ? Eh bien Frédéric, parce qu'un grain de sable s'est glissé dans la procédure judiciaire. Le 26 avril 2004, la juge boucle son dossier et demande le renvoi de Raoul Becquerel devant la cour d'assises. Simplement, elle va faire une toute petite erreur d'écriture qui va tout faire basculer. Et c'est quoi cette erreur ? Pour bien comprendre, quand un juge demande le renvoi d'une personne devant la cour d'assises, il doit rédiger une ordonnance de mise en accusation. Ça, c'est celle de Becquerel. Et si la personne est en détention préventive, si c'est un prévenu, et que le juge souhaite qu'elle reste en prison, il doit remplir une prise de corps. La prise de corps, c'est une phrase qui dit « Ordonnons la prise de corps de M. Becquerel ». Et ça, la juge d'instruction ne l'a pas fait. Non, elle ne l'a pas fait volontairement. Elle a eu raison de ne pas le faire parce que cette juge d'instruction, elle se tient au courant de la loi. Et une nouvelle loi vient d'être votée pour simplifier la procédure pénale. Et cette loi dit qu'on n'a plus besoin d'écrire cette phrase, la prise de corps, on peut l'oublier, que ça sera systématique, que même si le juge ne l'écrit pas, la personne de toute façon restera en prison. Mais Frédéric, entre le vote de la loi et le décret d'application, il y a une parenthèse, d'accord ? Une parenthèse, un temps qui s'écoule, et la juge, elle est au milieu de cette parenthèse. Et en n'écrivant pas la prise de corps, eh bien, elle fait une erreur de procédure. Et ça va avoir quelles conséquences, cette erreur ? Ça va être très facile, hein. Les avocats de Becquerel vont se jeter sur cette opportunité et demander la remise en liberté de leurs clients. L'administration pénitentiaire, qui n'a plus de documents crédibles pour le maintenir en détention, est obligée de le laisser sortir. Donc on lui ouvre toutes grandes les portes de la prison. Becquerel sort, il est placé sous contrôle judiciaire, mais il est libre. Très rapidement, je me rends compte de l'erreur procédurale que j'ai commise, puisque j'ai signé cette ordonnance, et je demande au parquet de faire appel de ma décision le lendemain même. Puisque mon ordonnance n'est pas conforme, cet appel est toujours possible. Le parquet refusera de suivre cette procédure. Averti, le parquet aurait pu rattraper l'erreur et maintenir Becquerel en prison. Mais il fait un autre choix, le contrôle judiciaire. Le 15 juin 2004, les portes de la prison de Gradignan s'ouvrent devant Raoul Becquerel. Il est désormais libre, à condition de pointer 3 fois par semaine au commissariat de Bordeaux. Ce qu'il fait scrupuleusement pendant plus de 2 mois. Il venait signer le mercredi, le jeudi et le samedi. Et le 4 septembre 2004, donc il vient signer son contrôle judiciaire comme prévu. 5 jours avant son procès, Becquerel est donc toujours à Bordeaux. Mais le 9 septembre, face à la cour scandalisée, le banc des accusés reste vide. Pour Ariane, qui attend ce procès depuis 3 ans, c'est insoutenable. Il y a eu des cris de désespoir, et il y a des choses qui ont été dites, qui ont été mal vécues. Elle est partie le cœur très en colère, en fait. Il y a beaucoup de colère. Un petit peu le sentiment que la justice, enfin en tout cas l'institution judiciaire, à cette occasion, n'avait pas été très à la hauteur. Un violeur remis en liberté à cause de la justice. Le scandale éclate dans la presse. Première fautive, la juge d'instruction est montrée du doigt. Le choix du parquet qui a laissé sciemment sortir Becquerel n'est pas dénoncé. À l'époque, la juge se tait, endosse toute la responsabilité. J'ai été prise dans un tourbillon médiatique qui m'a littéralement submergée, avec une impossibilité due à mes fonctions de répondre,
de répondre en fait, de répondre juridiquement, d'expliquer. Et ce d'autant que cela touchait un dossier qui me tenait terriblement à cœur, dans lequel il y avait une victime qui avait souffert dans sa chair et pour laquelle, comme tout juge d'instruction, j'avais tout fait pour qu'elle puisse avoir une réponse judiciaire à sa souffrance. Et cela m'a littéralement bouleversée. En quelques jours, l'affaire s'est répandue dans la presse régionale, de Bordeaux jusqu'à Angoulême. Angoulême, où Caroline ne sait toujours rien de son agresseur. Les policiers de Limoges, qui suspectent désormais Becquerel, ne lui ont encore rien dit. Mais la presse régionale, elle, n'a pas été longue à faire le rapprochement. J'ai appris ça comme ça dans la presse. J'en croyais pas mes yeux, quoi. Je comprenais pas, je comprenais rien. Pourquoi on m'avait pas prévenu? Pourquoi ce type avait été libéré? Pourquoi on remet des gens dangereux en liberté à cause d'un papier qui n'a pas été signé? Enfin, voilà. Donc énormément de colère, mais de colère. Mais je leur en ai voulu et je leur en veux encore. Bouleversée, la jeune femme s'est précipitée au commissariat. Les policiers lui ont montré des photos de suspects, dont celle de Becquerel. Pour elle, ce fut immédiat. Sur cette planche de photos, il devait y en avoir 9. Il y avait 9 personnes et je l'ai reconnue par le regard, en fait, par les yeux. Par ce regard complètement effrayant. Mais c'est comme ça que je l'ai reconnue. Raoul Becquerel est donc maintenant recherché pour 2 viols. Celui d'Ariane à Bordeaux et celui de Caroline à Angoulême, un viol commis pendant sa cavale. L'avis de recherche est lancé dans toute la France, quand quelques jours plus tard, à 500 km de là, une femme est enlevée. Senlis, 19 septembre 2004, il est 21h. Agathe rentre chez elle en voiture après une représentation de théâtre. Elle se gare dans le box de son parking souterrain, mais depuis quelques jours, la lumière est en panne. Alors, elle avance dans le noir. Et puis, tout va très vite. Un homme fond sur elle, la ceinture, et la pousse à l'arrière de sa voiture. Il démarre et quitte le parking. Agathe, vous vous retrouvez à ce moment-là allongée sur la banquette arrière de votre voiture et vous réalisez tout de suite que vous êtes en train de vous faire enlever. Qu'est-ce que vous vous dites? En fait, j'y crois pas au départ et puis après, quelques instants après, je me dis si, je me fais enlever. Et là, je me demande, il y a 2 choses que je me demande, c'est déjà qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il va me faire et comment je vais m'en sortir. Et qu'est-ce qui se passe alors? Il sort de la résidence en direction du centre-ville de Senlis, donc jusqu'à ma banque. Donc une fois à la banque, il me demande mon code, il retire de l'argent avec ma carte bleue. Et vous voyez tout ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez... En fait, moi, je suis à l'arrière de la voiture, donc je vois qu'il s'arrête, il sort de la voiture. Je suis en train de me demander est-ce que je peux m'échapper, mais je vois que je ne peux pas. Mon véhicule est une 3 places, 3 portes. Donc voilà, il prend de l'argent, il remonte dans la voiture. Il roule assez vite. Moi, ça me paraît être une éternité. Est-ce qu'à un moment donné, il a été menaçant vraiment avec vous? Il a été menaçant plusieurs fois. Il a été menaçant quand, avant de me mettre dans la voiture, il m'a plaqué par terre, il m'a étranglé, il m'a mis la main sur la bouche et il m'a dit « tais-toi ou je te tue ». Après, j'ai essayé de discuter avec lui dans la voiture pour essayer de comprendre ce qu'il voulait faire de moi. Et là, dès que je commençais à être un peu trop, à poser trop de questions, il commençait à devenir violent. Vous avez reçu des coups? Oui. À un moment, il commence à ralentir, et puis là, il s'arrête. Il sort de la voiture. Je ne vois jamais rien, parce que je suis allongée, j'ai une serviette sur la tête. Et puis là, j'entends parler. Donc, je pense que pour moi, il y a des complices, ou je ne sais pas ce que c'est. Puis finalement, il remonte dans la voiture, et il a fait quelques mètres. Et après, il s'est à nouveau arrêté. Et puis là, il me dit, on va sortir. Donc, il me dit, garde bien ta serviette sur la tête. Il m'aide à sortir. Et là, je me rends compte, je vois qu'il y a beaucoup de lumière. J'arrive à voir par terre et je vois qu'il y a des roues de voiture. Donc là, j'essaye de m'échapper. Je pense que je l'ai surpris. Il essaye quand même de me récupérer, de me remettre dans la voiture. Donc moi, en même temps, je hurlais, je criais au secours. Donc je pense qu'il a pris peur et puis il m'a balancé par terre. Il est remonté dans la voiture et lui est parti.
Je me relève, je vois qu'on est sur le parking d'un hôtel et je vois à côté un restaurant de l'autre côté du grillage. Donc je cours, je passe par-dessus le grillage et là j'arrive dans le restaurant en hurlant comme une folle. À la gendarmerie de Senlis où elle est conduite, Agathe tente de donner le plus d'informations possible sur son agresseur. Le détail qu'elle nous donne sur l'agresseur, c'est qu'il est de corpulence moyenne. Pour elle, c'est un type basané, maghrébin éventuellement, avec une forte odeur de transpiration, mais elle ne donne rien d'autre du fait qu'elle n'a jamais vu son agresseur. Les indices sont minces. Alors les enquêteurs retournent sur les lieux des faits, la zone commerciale de Saint-Vitz. Ils font le tour des hôtels à la recherche de témoins. Aux premières classes, personne n'a rien vu. Au Kyriade, non plus. Mais au Formule 1, le gérant se souvient d'une altercation la veille au soir. Un homme qui prenait une chambre au distributeur s'était montré étrangement agressif. Notre petite chienne que l'on avait à l'époque s'est mise à aboyer et elle a couru après un monsieur. Un monsieur qui avait des gants et puis qui nous a dit « Faites arrêter d'aboyer votre chien, sinon je la tue ». Interloqué, le gérant tente un coup de bluff. Je me suis approché de lui et j'ai dit, vous savez, il y a une vingtaine de gendarmes qui sont ici, qui dorment en permanence ici. Et là, j'ai senti vraiment qu'on avait touché un point faible. L'homme s'éloigne. Et pour être sûr de son départ, le gérant l'accompagne. Mais plus ils approchent de sa voiture, plus l'homme semble agité. Il ne voulait pas trop que je m'approche de sa voiture. J'étais dans les 5 ou 6 mètres de la voiture et là, c'était juste, il ne me disait pas « stop ». Et à chaque fois que je m'approchais, il commençait à être nerveux. La voiture décrite par le gérant est une Ford blanche, la même que celle d'Agathe. Pour la police, tout concorde. Quand on revient sur l'audition d'Agathe, elle est couchée sur sa banquette arrière, elle entendait des voix à l'extérieur quand son agresseur était descendu de la voiture. Donc on recoupe un petit peu ce témoignage-là, disant que c'est le gérant de l'hôtel qui était en train de discuter avec son auteur, donc un témoin visuel, proprement dit pour nous enquêteurs, important pour les suites de l'enquête. Un témoin d'autant plus important qu'il se souvient suffisamment bien de cet homme pour en faire un portrait robot. Un portrait robot, mais pas d'empreinte et pas d'ADN. Les enquêteurs n'ont pas grand-chose pour se mettre au travail. Et 10 jours plus tard, le scénario recommence. Une jeune femme enlevée et séquestrée dans le coffre de sa voiture près de Senlis, dans l'Oise, a réussi à donner l'alerte grâce à son téléphone portable. Elle a envoyé un texto à son compagnon. Une centaine de gendarmes ont été déployés pour la libérer, mais surtout pour retrouver l'agresseur. L'appel est arrivé le 29 septembre, en début d'après-midi, à la gendarmerie de Senlis. Une personne nous contacte par téléphone en disant que sa concubine vient d'être enlevée. Il reçoit des SMS de sa compagne lui disant je viens d'être enlevé, je suis dans le coffre, on roule. L'histoire de cette jeune femme, Isabelle, est à peine croyable. Mais la panique dans la voix de son ami ne trompe pas. Il est affolé, il se sent impuissant, il reçoit juste ses SMS, mais il ne peut pas réagir, il ne peut rien faire. Pour les gendarmes, la situation est inédite. Dans les minutes qui suivent, ils déclenchent le plan épervier. Patrouille, barrage routier, un hélicoptère survole la région à la recherche de la voiture d'Isabelle. Déjà, elle est vivante, donc pour nous, c'est déjà un espoir. On ne sait pas ce que l'auteur recherche, veut effectivement ou lui a déjà fait. Donc notre objectif, c'est de la retrouver le plus vite possible. Pendant ce temps, dans la résidence d'Isabelle, son compagnon devient fou. Depuis le dernier SMS de la jeune femme, 20 minutes se sont écoulées sans aucune nouvelle. Quand tout à coup, son téléphone vibre. Un nouveau SMS d'Isabelle, le pire de tout ce qu'il a reçu. Effondré, l'homme rappelle les gendarmes. Mais alors qu'ils sont en ligne, tout bascule.
À ce moment-là, on entend un bruit de sonnette qu'on supposait de la porte d'entrée. Il va ouvrir en même temps qu'il est en communication avec nous. On entend qu'il parle à une personne en disant « c'est lui ». Et ensuite, on entend des bruits de course dans les escaliers et la communication se coupe. Les gendarmes se précipitent chez le jeune couple. Isabelle est là. On trouve devant nous une jeune fille, comme vous pouvez l'imaginer, en état de choc, mais qui se sent soulagée. À aucun moment de ce que l'on a eu en contact avec elle, elle n'a craqué ou elle était pour nous très solide moralement. Sans un sanglot, Isabelle raconte. À 14 h, elle s'est garée dans son parking. Et puis tout s'est enchaîné. Le sas, plongé dans le noir, la minuterie, l'éclat d'un couteau, des mains gantées sur sa gorge. Et cet homme qui l'entraîne jusqu'à sa voiture. Elle raconte la corde qu'il n'arrive pas à nouer autour de ses poignets, le bandeau qu'il met sur ses yeux avant de la jeter dans le coffre. L'homme a pris les voies secondaires, de petites routes bordées d'arbres. Isabelle en aperçoit les cimes, car elle a poussé discrètement la plage arrière et relevé le bandeau sur ses yeux. Elle fouille son sac à tâtons pour trouver son téléphone portable. On l'imagine recroquevillée dans une situation de pénombre et d'angoisse et de stress. Mais elle a son téléphone portable. Alors tout de suite, elle s'en empare et très rapidement, eh bien, elle va envoyer des messages de SOS à son compagnon. Les arbres défilent, impossible de se repérer. Quand tout à coup, la voiture ralentit. Elle sent emprunter un chemin caouteux, il y a des bruits de raccrocs au niveau du véhicule. Et elle demande à son auteur, on est où? Il lui dit, on est en forêt d'Ermenonville. Après quelques minutes, la voiture s'arrête. Une portière claque, des pas sur les cailloux, et puis tout à coup, la lumière du jour. L'homme la tire hors du coffre, ajuste son bandeau et puis l'entraîne sur la banquette arrière. Il lui dit on va retourner chez toi, mais avant, tu vas t'occuper de moi. Elle a parfaitement compris à cet instant eh bien, que celui-ci va lui imposer un rapport sexuel. Isabelle est terrifiée. Son agresseur ne le sait pas, mais elle est enceinte de quelques semaines. Alors, pour éviter toute violence, elle n'oppose aucune résistance. L'effet sur l'homme est immédiat. Son ton change, il est plus doux, presque intime. Il va d'abord lui demander de l'embrasser. Un petit peu comme si il tentait de nouer une sorte de relation avec elle. Elle va d'ailleurs s'y refuser. Il n'en faut pas plus pour que l'homme perde son calme. Il lui attrape la tête et lui inflige violemment la tête sur son sexe. À partir du moment où le viol a été commis, il lui demande de se rhabiller, il se rhabille lui-même et il lui dit « dégage, je crois que je vais faire une connerie ». La jeune femme sort, hagarde, prête à courir pour sauver sa vie. Mais l'homme la rattrape et l'espoir s'effondre. Finalement, il la remet dans le coffre de la voiture et puis il lui explique qu'ils vont passer à sa banque. Sur le chemin du retour, dans l'obscurité du coffre, Isabelle envoie un nouvel SMS à son compagnon. Mais l'homme a entendu. Il s'arrête et confisque le téléphone. À Senlis, il retire de l'argent avec la carte d'Isabelle, puis remonte en voiture et prend la direction de la résidence de la jeune femme. Il revient se garer dans le parking, à l'endroit même où il l'a enlevée.
Il entreprend de garer le véhicule à la place où il l'avait enlevé et il constate à ce moment-là que, eh bien, à cette place, il y a un véhicule 4x4. Et il le dit à Isabelle, il dit « Tiens, il y a un 4x4 à ta place ». Elle a compris que ce 4x4, c'est la voiture de son compagnon. Son agresseur a décidé de monter avec elle jusqu'à son appartement. Masquant son émotion, elle le devance jusqu'à sa porte. Il lui demande « T'es sûr qu'il n'y a personne ?» Elle lui dit « Non, non, il n'y a que le chat ». Et néanmoins, alors que celui-ci peut-être ne se rend qu'à moitié compte, très discrètement, elle va appuyer 2 fois sur la sonnette. À l'intérieur, le compagnon d'Isabelle est en ligne avec les gendarmes. La sonnette retentit, il ouvre la porte, il est face à Isabelle, il voit derrière elle quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il aura une seule phrase, il lui dira « c'est lui », et il expliquera alors que Isabelle ne peut pas parler, mais qu'il va immédiatement comprendre dans son regard, dans son attitude, eh bien que celui qui est à ses côtés à cet instant est son agresseur. L'homme déguerpit. Le compagnon d'Isabelle court après lui. En vain, l'agresseur a disparu. Line Bonnet, à cette époque, vous êtes substitut du procureur à Senlis et vous êtes présente cet après-midi-là du 29 septembre. Il y a donc un violeur en cavale dans la ville. Et quelle est l'ambiance ? Alors l'ambiance est un peu particulière. Moi j'ai connaissance, un peu comme tous les habitants de Senlis, de ce viol par le bruit des hélicoptères qui tournent au-dessus du palais de justice. Ce qu'il faut un peu resituer géographiquement où a lieu l'enlèvement. Il a lieu à 100 mètres du tribunal. Pour une ville comme Senlis, c'est quasi un film policier qui est en train de se dérouler dans cette ville. Très rapidement, on reçoit des appels de journalistes qui nous demandent ce qui se passe. La vraie question est où est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'il est véhiculé? Sachant que Senlis a la particularité de n'avoir quasiment pas de transport en commun, pas de gare. Donc la seule façon de sortir de cette ville, c'est soit en véhicule, soit en stop, éventuellement à pied. Donc tous les enquêteurs à ce moment-là pensent qu'il est forcément encore dans la ville. Et donc pendant 24 heures, Senlis a eu peur? Oui. On se disait tous, ce qui va se passer cette nuit, c'est qu'il va prendre quelqu'un en otage pour quitter la ville. Il y avait des barrages routiers sur l'ensemble des routes qui permettaient de quitter Senlis. Donc on était tous un peu dans cette situation-là, de se dire, il est quelque part à pied, personne ne savait comment ça allait se terminer. Et de quels éléments vous disposez à ce moment-là? Alors, on retrouve dans le garage de la victime, où était localisée la voiture qui a servi à kidnapper la victime, des cordelettes qui sont retrouvées au sol, et on apprendra par le témoignage de la victime que par ces cordelettes, l'agresseur avait essayé d'attacher la victime sans succès. Il les a abandonnées dans le garage, et puis on retrouvera des empreintes génétiques à l'intérieur du véhicule de la victime et sur la victime. Et la victime, est-ce qu'elle a pu établir un portrait robot de son agresseur? La victime a vu son agresseur, mais assez brièvement. En revanche, son compagnon, lui, est en mesure assez rapidement de faire un portrait robot assez précis de l'agresseur qu'il a mis en fuite. Et ce portrait robot va permettre aux enquêteurs de faire le lien avec l'enlèvement qui s'est produit également à Senlis. Très rapidement, les enquêteurs vont comprendre qu'il s'agit bien de la même personne qui a agi dans les 2 enlèvements. Les gendarmes de Senlis diffusent le portrait robot dans la presse, espérant que quelqu'un le reconnaîtra. Mais le lendemain, une autre piste se présente, presque sur un plateau. Notre commandant de compagnie se présente un matin en nous expliquant qu'il a lu Détective et que dans cette presse, il a découvert un fait similaire au nôtre avec un individu qui pourrait correspondre à nos faits. L'article relate la cavale d'un violeur recherché par la police de Bordeaux et de Limoges. C'est à plus de 400 km de Senlis, mais les similitudes sont troublantes. Dans l'article, il y avait la manière d'opérer de l'individu qui était décrite et que je me dis mais ça correspond très exactement à ce que l'on a vécu. Il ne faut pas perdre de temps, c'est une piste à exploiter, c'est lui ou c'est pas lui, mais il faut qu'on vérifie. Le gendarme creuse la piste. Il appelle la police de Limoges, citée dans l'article, pour en savoir plus.
Nous échangeons sur nos faits et là tout de suite on se rend compte qu'il y a un tas de similitudes. L'agression qui se passe dans un parking souterrain sous la menace d'une arme blanche, la séquestration de la jeune fille. Donc là je me dis effectivement, manifestement ça correspond de plus en plus. Donc je lui demande s'il a une photo. Il nous envoie une photo par fax et cette photo correspond très fortement au portrait robot qu'on avait pu établir. Les soupçons se précisent et en discutant avec leurs collègues de Limoges, les gendarmes en apprennent davantage. Le fonctionnaire police me fournit 2 éléments. Le premier, c'est que Raoul Becquerel a son ancienne petite amie qui a demeuré sans lice. Et deuxième élément, c'est que Raoul Becquerel a été interpellé au cours de la nuit par le peloton d'autoroute de Tours. La nouvelle vient juste de tomber. Après une cavale de 20 jours, le violeur a été rattrapé dans la nuit du 29 septembre. Rattrapé par hasard, Becquerel avait toutes les polices de France à ses trousses. L'avis de recherche circulait dans tous les commissariats. Et c'est une brigade de gendarmerie qui a mis la main sur lui, sans même savoir à qui elle avait affaire. L'arrestation a eu lieu en pleine nuit. Les gendarmes de Joué-les-Tours étaient en patrouille sur la 10. Quand ils sont arrivés sur l'aire de Saint-Épin près de Tours, une voiture a attiré leur attention. Elle était à peine visible, cachée dans l'ombre, entre 2 poids lourds. C'est pas normal qu'un véhicule se trouve comme ça entre 2 poids lourds. Parce que normalement, sur ces aires de service, les véhicules se stationnent face à l'entrée principale du magasin de la station. Ils ne sont pas cachés sur le côté entre des poids lourds ou dissimulés. Intrigués, les gendarmes ont vérifié l'immatriculation. La voiture avait été volée. En s'approchant du véhicule, je remarque qu'un homme dort sur les sièges arrière. Je frappe sur la vitre de la portière. L'intéressé se réveille, il m'ouvre la portière du véhicule tout en restant assis à l'intérieur. L'homme est calme. Il affirme que la voiture est la sienne, mais quand les gendarmes lui demandent ses papiers, il n'a rien à leur donner. Pas même une pièce d'identité. Il me précise avoir acheté le véhicule en région parisienne. Il me dit s'appeler Monsieur. Les gendarmes l'interpellent pour le vol du véhicule. Mais ils ne vont pas mettre longtemps à découvrir qu'il a donné un faux nom. Nous effectuons une nouvelle fouille sur sa personne. Et c'est là que nous découvrons dans la poche arrière de son jean sa véritable pièce d'identité. Il s'agit de Becquerel Raoul. Comme le veut la procédure, les gendarmes consultent le fichier des personnes recherchées. Et là, ils tombent des nues. L'homme, calme et coopératif qu'ils viennent d'arrêter pour vol, est un violeur. Il est recherché à Senlis, à Bordeaux, à Angoulême. Et c'est à propos du viol de Caroline à Angoulême que sa garde à vue commence. Commandant Cassagnol, il parle en garde à vue, Raoul Becquerel? Au début de son audition, non, il ne parle pas, il refuse d'admettre qu'il se trouvait sur Angoulême au mois d'août. Après, on devient un peu plus précis, mais lui reste dans le flou, il ne se souvient pas. Et au fur et à mesure, donc, on lui pose des questions. Il était étonné qu'on connaisse beaucoup de choses, d'éléments sur sa vie. On a eu le sentiment que, pour lui, c'était étonnant que quelqu'un s'intéresse à lui. Et je crois que vous avez trouvé un truc pour arriver à déclencher sa parole. On va faire un deal, hein, voilà, si posez-moi une question sur vous, et si on arrive à y répondre, vous nous expliquez ce qui s'est passé. Donc il nous a posé une question sur lui, sur son parcours. Bon, on a pu y répondre, et après, bon, il nous a reconnu donc les faits. Il reconnaît le viol. Il reconnaît le viol, l'avoir violé à 2 reprises. Il reconnaît également donc lui avoir soutiré de l'argent par des retraits, distributeur automatique avec la carte bleue. Et il reconnaît surtout que bon, il avait repéré sa victime depuis plusieurs jours, qu'il était venu exprès donc sur Angoulême pour l'agresser. Et à chaque fois, c'est le vol, le mobile premier de son agression. Ouais, et après, à un moment donné, il ne se contrôle plus. Il nous parlait de pulsion.
Et bon, alors il nous parle de pulsion, mais on se rend compte quand même que sa démarche était très préméditée et très calculée. Hein, mais au départ, sa démarche, c'est uniquement l'extorsion. Et après, bon, il aurait eu une pulsion sexuelle. Qu'il ne maîtrise pas. Qu'il ne maîtrise pas. D'ailleurs, lui-même, il dit, je vois ce que je fais, mais je ne me contrôle plus. Et lorsque je me contrôle à nouveau, je me rends compte du mal que j'ai fait donc, à la jeune fille. Becquerel a avoué le viol de Caroline. Il est donc transféré à la prison d'Angoulême, la ville où les faits ont été commis. Pendant ce temps-là, à Senlis, les gendarmes réunissent les éléments contre lui. Une photo qui ressemble au portrait robot, un mode opératoire qui rapproche les viols de Caroline et d'Isabelle. Mais avant d'aller l'interroger à leur tour, ils vont perquisitionner la voiture dans laquelle Becquerel a été arrêté, dans l'espoir d'y découvrir des preuves. Le gendarme prend la route pour Tours. C'est là qu'est restée la voiture dans laquelle Becquerel a été retrouvé. Dans la boîte à gants, j'y découvre une paire de gants style moto assez épaisse, comme Isabelle nous avait décrit. Et dans le coffre, dans une petite caissette, une corde quasi identique à celle qui avait été découverte dans le parking où Isabelle avait été séquestrée. Trop de similitudes pour que ce soit de simples coïncidences. Le gendarme repart pour Angoulême, où Becquerel vient d'être incarcéré. Il est temps de l'interroger. Au début de l'audition, Raoul Becquerel est dans un mutisme total. Il veut à peine décliner son identité, sa filiation. Il observe simplement, il me regarde et il répond à peine. Là, je me dis que la partie va pas être facile et que nous sommes ensemble pendant 48 heures et qu'il va bien falloir discuter. De longues heures s'écoulent dans le silence. Jusqu'à ce que le gendarme trouve un truc. Il me demande s'il peut fumer une cigarette. Bien sûr, je l'autorise et je sens qu'il se relâche, qu'il se détend. Et il me dit quelque chose dans le style « Mets-toi ton ordinateur et je vais t'expliquer ». Là, Raoul Becquerel me dit « Oui, je suis venu sur Senlis, oui ». Puis à un moment, je me suis dit j'ai besoin d'argent et je me suis promené dans Senlis avec l'idée de commettre une agression. Becquerel raconte alors qu'il a choisi un immeuble résidentiel devant lequel il s'est mis en embuscade. Le véhicule d'Isabelle est sorti, il l'a vu et il a dit si elle revient, ça sera elle que j'agresserai. L'homme avoue le viol d'Isabelle et l'enlèvement d'Agathe 10 jours plus tôt. Mais alors que l'audition touche à sa fin, le gendarme a une dernière question, presque machinale. Je lui demande tout simplement est-ce que vous avez déjà commis des faits similaires par le passé? Et là, il me surprend en me répondant oui, j'ai déjà commis un viol, je crois que c'était en 2002 sur le secteur de Crépy-en-Valois. Les gendarmes vérifient. Et là, stupeur. Il y a bien eu un viol à Crépy-en-Valois en juillet 2002. Une jeune fille de 17 ans, Gwendoline, agressée dans un garage. Un viol dont on n'avait pas retrouvé l'auteur. Dominique, les policiers ne devaient pas s'attendre à ce que Becquerel leur avoue encore un nouveau viol. Certainement pas. Des aveux spontanés comme ça se passe pas très souvent. Et c'est vrai que sans les aveux de Becquerel, on n'aurait sans doute jamais pu résoudre cette affaire. Alors, ça s'est passé en 2002. Gwendoline, elle a 17 ans. Elle rentre chez elle. Elle traverse la ville de Crépy-en-Valois. Et il y a un type qui l'aborde, assez sûr de lui, et qui lui dit « Dis donc, on va s'expliquer. Je t'emmène à la gendarmerie parce qu'hier, tu as agressé ma sœur. » Alors elle est sans doute un peu naïve, elle est jeune, elle accepte de le suivre. Bon, ils vont effectivement en direction de la gendarmerie. Sauf que sur le trajet, eh bien, il bouscule, cet inconnu bouscule Gwendoline dans un box automobile dont la porte est ouverte. Il referme la porte derrière lui et il la viole. Alors si on fait le compte, Dominique, avec ce nouvel aveu, on arrive à 5 agressions. Non, ça en fait 6, Frédéric, parce qu'il y en a une première. Quand il avait 20 ans, en 1993, Becquerel a violé son ex-petite amie. Il l'a violée parce qu'elle voulait le quitter, il n'a pas supporté ça, donc il l'a agressée, il l'a violée.
Et est-ce qu'on trouve déjà, à ce moment-là, le mode opératoire qu'il va utiliser par la suite? On trouve exactement le même mode opératoire. Tout est là. 1, l'embuscade. Il attend sa petite amie dans le hall de l'immeuble. 2, l'arme blanche. Il la menace avec un couteau. Et 3, le mode opératoire. Il la viole, il lui vole sa carte bleue et il part avec sa voiture. Et pour cette affaire-là, il sera condamné à 10 ans de prison. Fin septembre 2004, Raoul Becquerel est donc sous les verrous. Première chose à régler, le procès de Bordeaux qu'il avait déserté. Cette fois, Becquerel comparaît bien devant les assises et en décembre 2004, il écope de 18 ans de prison pour le viol d'Ariane. Les autres dossiers l'attendent, ceux de Caroline, d'Agathe, d'Isabelle et de Gwendoline. Toutes ces affaires ont été regroupées à Senlis. Quand Becquerel arrive devant la juge d'instruction, il est à nouveau emmuré dans le silence. Pas un mot sur son histoire, pas une explication sur ses actes. Pour la juge, impossible d'envisager un procès dans ces conditions. À la cour d'assises, le débat serait essentiellement, puisque les faits étaient reconnus, de déterminer la peine et on s'approchait de la question de la perpétuité. Donc il est toujours difficile de condamner à perpétuité quelqu'un dont on ne sait quasiment rien. La juge plonge alors dans les vieux dossiers de la DAS à la recherche du passé de Becquerel. Une enfance piétinée par un père cruel. Les seuls rapports que pouvaient échanger Becquerel et son père étaient des rapports de violence. Becquerel a connu une enfance épouvantable. Une enfance épouvantable parce que beaucoup de maltraitance, des sévices corporels lui étaient infligés par cet homme qui, à titre d'exemple, le ligotait, l'attachait en guise de punition des heures et des heures et des heures. Pour lui, la norme d'un enfant de 2 ans, c'est d'être attaché à un radiateur, d'être fouetté par son père parce qu'il fait trop de bruit quand il veut jouer avec des voitures. Ça, c'est la norme qui a été reçue par M. Becquerel. Victime, elle aussi, de la tyrannie de ce père, la mère de Raoul quitte le foyer. Et elle va faire quelque chose d'épouvantable pour Becquerel. Elle va partir, mais partir avec son frère. C'est-à-dire qu'elle abandonne Becquerel et elle l'abandonne doublement. Elle le laisse à cet homme qui le maltraite, qui se livre sur lui à des violences incroyables, et elle choisit son frère. Une fois seul avec son fils, le père de Raoul se déchaîne. À la violence s'ajoute la cruauté mentale. Il l'avait envoyé, m'a-t-il dit, Raoul, à l'école en slip. C'était le seul vêtement qu'il portait, avec une blouse. Et Raoul en était très honteux. Et ce sont des événements qui se sont passés alors qu'il avait 5-6 ans environ, en classe maternelle. Raoul me les a racontés alors qu'il avait 16 ou 17 ans. Et on sentait que c'était toujours quelque chose de très violent, de très dur dans son histoire de vie. Cet épisode est un déclencheur. Raoul est retiré de la garde de son père. L'enfant sera désormais trimballé de foyer en famille d'accueil. Les familles d'accueil, il va en partir, il fugue très tôt, à partir de 11-12 ans, et va se retrouver en situation d'errance. C'est à cette époque-là que commence la galère, c'est-à-dire les délits, les placements, et rapidement la détention. Il a 16 ans. Son adolescence, Raoul Becquerel la vit dans des trains qu'il prend au hasard en quête de petites combines qui lui valent de multiples arrestations. Grâce à Raoul, j'ai fait vraisemblablement plusieurs fois le Tour de France. Je suis allé dans le Massif central, je suis allé à Paris, je suis allé dans le midi de la France pour le chercher dans les institutions ou dans les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie qui l'avaient interpellé. Délinquant récidiviste, le jeune Becquerel est aussi une victime de la loi de la rue. Dans les gares et dans la rue, il fait des rencontres difficiles pour lui, avec des expériences où lui-même est victime
d'agression, de vol. Et puis il indiquera également avoir eu des relations sexuelles. Lui-même ne parle pas de viol, mais de voilà, où il était trop jeune pour comprendre véritablement ce qu'on lui demandait. Victime des adultes, Becquerel devient violent lui aussi. En 1994, il est arrêté pour viol. Il est condamné à 10 ans de prison. Il en fait 8. C'était véritablement un choc, c'était la stupéfaction, parce qu'il ne s'était jamais montré violent, en tout cas à ma connaissance, à l'égard de personne. Et commettre un tel acte à l'égard d'une jeune fille, j'ai eu du mal à y croire, parce que je ne me le représentais pas du tout sous cet aspect-là. Depuis la prison de Bordeaux, Becquerel reste en contact avec son éducateur. Il lui confie qu'il trouve un certain équilibre entre ces 4 murs. La prison posait un cadre, et un cadre qui l'empêchait de dériver, qui l'empêchait de déraper. Il me disait, j'ai décidé de me cultiver et je lis, mais exclusivement la littérature française, Hugo, Balzac, etc. Et c'est vrai que j'avais remarqué une différence très nette dans la manière dont il rédigeait ses courriers. Et dans un autre courrier, il me dira un jour, finalement en maison d'arrêt, je m'y sens bien, mais j'ai peur qu'après, je retourne ma veste. Peur de récidiver. Un aveu qu'il ne fera plus jamais. Surtout pas au psychiatre, chargé de l'expertiser. Une peur qui était fondée. Dès sa sortie de prison, il recommence. En 2001 à Bordeaux. En 2002 à Crépy en Valois. En 2004 à Angoulême et Senlis. Il y a des infractions qui sont quasiment exclusivement sexuelles et sur un temps très court. Une accélération en 2 mois. On a 3 faits criminels très graves. Et c'est ces éléments-là qui permettent aux experts de conclure à un élément pervers en plus de l'élément psychopathique. Et la conjonction des deux, selon eux, donne un résultat effectivement très dangereux sur le plan criminologique. Après 3 ans et demi d'instruction, le procès de Raoul Becquerel s'ouvre devant les assises de Beauvais le 19 mars 2008. Ce procès, les victimes de Becquerel l'attendaient depuis de longues années, torturées par les mêmes questions depuis le jour où leur route avait croisé celle du violeur. Caroline était très douloureuse de ne pas avoir réagi. Enfin, elle ressentait comme une grande souffrance, un grand questionnement sur elle-même. Pourquoi n'ai-je pas crié? Pourquoi n'en ai-je pas profité pour m'enfuir? Pourquoi n'ai-je rien fait? De ne pas avoir eu cette énergie pour dire allez, je fais tout pour partir, quitte à ce qu'il essaye de me rattraper, mais Et c'est vrai que ça a été quelque chose de super difficile à vivre après. Je m'en suis voulu beaucoup, très longtemps. Ce 19 mars 2008, quand Becquerel entre dans la cour d'assises, les victimes replongent dans le cauchemar. Il m'a fallu un jour pour pouvoir le regarder en face, en fait. Même si je savais que je ne risquais rien, mais j'avais peur. L'homme n'a aucun regard pour ses victimes, aucun mot non plus. Devant la cour, Becquerel s'enferme une fois encore dans le silence. Il semble totalement détaché. Il ne répond pas aux questions qui lui sont posées. Les victimes se relaient à la barre. Certaines parviennent à raconter leur calvaire. Isabelle, elle fait tout pour tenir la barre et faire face à son agresseur en lui disant « Mais voilà, moi je suis présente, je n'ai pas à avoir honte, je n'ai pas à me plier à votre silence. Moi, je n'ai pas peur de dire ce que j'ai subi, je l'exprime. » D'autres en sont encore incapables. Caroline explose
quand un enquêteur rapporte que Becquerel l'a présentée comme une copine. C'est une phrase qui m'a fait mal parce que ça me renvoie au fait que j'ai essayé de discuter avec lui pour pas qu'il me tue, pour pas qu'il me fasse de mal, mais en aucun cas pour établir une relation amicale. Mon numéro de téléphone, il me l'a demandé quand il est parti. Bah oui, je lui ai donné, mais tout ce qu'il voulait, je lui aurais donné, puisque de toute façon, j'avais qu'une envie, c'est qu'il parte, qu'il me laisse tranquille et qu'il parte. Elle lui a hurlé en se retournant vers lui « Je ne suis pas ta copine ». Mais c'était vraiment un cri du cœur, c'était une nécessité pour elle de sortir de son corps toute cette salissure qu'il avait pu commettre. Il s'en est suivi d'ailleurs une suspension de procès. Des victimes sous le choc, un accusé muet. Le premier jour de procès est catastrophique. Tout le monde quitte le tribunal avec la même crainte que ça recommence le lendemain. Et le deuxième jour s'ouvre sous les mêmes auspices, silence de l'accusé. La cour interroge alors ceux qui l'ont connu, à commencer par son père, son tyran. Il n'attendait pas grand-chose de son père, mais je crois qu'il a été profondément choqué par l'attitude et les paroles de cet homme à la barre. Aucun mot d'affection pour son fils, aucun mot gentil d'une manière générale. Il est venu exprimer tout simplement que son fils était un bon à rien, un idiot, quelqu'un de totalement irrécupérable, et il a surtout manifesté un total désintérêt pour lui. La seule personne qui puisse parler de Becquerel avec un peu de chaleur n'est même pas de sa famille. C'est son éducateur, celui qui l'a suivi toute son adolescence. Lorsque je rentre dans la salle de la cour d'assises, Raoul tourne sensiblement la tête à l'appel de mon nom en qualité de témoin. Et puis nos regards se croisent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il ne se passe rien à ce moment-là. Pourtant, sa présence semble débloquer quelque chose. À la faveur d'une question, Becquerel se lance. Tous l'attendaient depuis le début du procès. Il se livre. Pour la première fois depuis 1994, Raoul Becquerel s'est exprimé devant les jurés d'une cour d'assises. Au bout de 2 jours de procès, l'homme s'explique enfin. Ses victimes, il les a choisies, dit-il, repérées, comme Caroline à Angoulême, qu'il a surveillée pendant plusieurs jours. De l'aveu même de Raoul Becquerel, il l'avait déjà remarqué auparavant, il avait déjà remarqué quelles étaient ses allées et venues, et voilà, il avait préparé, il avait prémédité et préparé son agression. Il a indiqué que lorsqu'une victime remettait sa carte bancaire, il détectait là déjà une faiblesse. Donc il sentait qu'il allait pouvoir profiter de la situation. C'est la tactique d'un prédateur, c'est-à-dire qu'il repère une proie et il va, entre guillemets, jouer avec jusqu'à arriver à ses fins. Les victimes ont enfin le début d'une explication. Quant aux excuses... Il présentera des excuses qui me semblent très sincères. Mais je crois que ses réponses et ses excuses ne sont pas satisfaisantes parce qu'on sentait la profonde douleur de ces jeunes femmes. Même aujourd'hui, je ne sais même pas quoi en penser en fait. Moi, tout ce que je sais, c'est que voilà, il m'a sali, il m'a fait du mal, il m'a détruite, enfin il a essayé de me détruire. Mais quand j'ai pu enfin le regarder, et là je me suis dit, ça y est, t'es plus forte que lui là. Et après je le regardais droit dans les yeux et je dis, regarde, là, je suis en face de toi et j'ai plus peur quoi. Agathe, comment avez-vous vécu ce procès? Est-ce qu'il vous a permis, comme Caroline, d'aller mieux? Ça a été 3 jours d'émotions assez intenses, parce que j'étais confrontée à mon agresseur. Après, c'était les victimes. J'ai vu leurs témoignages, donc j'ai pu voir à quoi j'avais pu échapper. Donc ça, c'était assez difficile. Les témoignages, c'était à huis clos et c'était un moment très difficile.
Puis après, il y avait mon témoignage à moi. C'était un moment difficile, mais ça fait du bien. On m'avait dit un procès en général, c'est une sorte de thérapie. Et effectivement, moi, ça m'a fait du bien. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que, justement, j'ai pu avoir des réponses à certaines questions? Quelles réponses? À quelles questions? Il y a une question que je me posais, c'était savoir pourquoi moi. Là, je n'ai pas eu de réponse. L'agresseur n'a pas été très bavard. Il a seulement dit qu'en ce qui me concerne, qu'il s'était trompé. Il pensait que j'allais me laisser faire et que finalement, je ne m'étais pas laissé faire. Donc ça, de ce côté-là, j'étais assez fière vis-à-vis de l'agresseur. J'avais du mal à le regarder pendant le procès, mais j'étais fière de lui avoir échappé. Donc de ce côté-là, j'étais plutôt fière de moi. Après, d'autres questions, savoir ce qui était arrivé aux autres victimes, parce que ça, je ne le savais pas. Je me faisais beaucoup de films, j'imaginais plein de choses. Donc là, j'ai eu des réponses par rapport à ça. À l'issue du procès, Becquerel est donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Oui et non. Parce que pour moi, l'image qu'il a donnée au procès, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte du mal qu'il a fait. Et pour moi, quand il va ressortir, il va récidiver. Et il vous a agressé à la faveur d'une erreur de procédure. Est-ce que la justice s'est excusée auprès de vous? Non, jamais. Raoul Becquerel n'a pas fait appel de sa condamnation. Ses victimes, elles, se reconstruisent comme elles peuvent.